À suivre tous les jeudis de 15 à 16 heures, valeur ajoutée. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeur ajoutée. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation. L'économie a désormais son espace radiophonique Valeur ajoutée. Tous les jeudis de 15 à 16 heures, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeur ajoutée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Valeur ajoutée. C'est pour parler de la crypto-monnaie, cette monnaie révolutionnaire qui aujourd'hui prend de plus en plus de la place sur la place financière. Pour en parler, nous recevons M. Hamidou Wali. Vous êtes consultant en crypto-monnaie. Bonjour. Bonjour, Madame C. Bonjour. Voilà, on a entendu parler de la crypto-monnaie, mais peut-être comme ça, sans savoir ce qu'est la crypto-monnaie. Aujourd'hui, si on devait définir cette monnaie-là, c'est quoi la crypto-monnaie? D'accord. La crypto-monnaie, aujourd'hui, il est important, je pense, que pour les gens de comprendre ce que c'est. Parce que ça avance à une vitesse fulgurante. Les institutions internationales vont se lancer, vous le verrez tout à l'heure. Les privés, ils sont. Aujourd'hui, les mastodontes de la finance internationale investissent dans la crypto-monnaie. Donc, on le verra. Mais, disons, on ne peut pas expliquer cela de la sorte. Il va falloir d'abord dire aux gens ce que c'est que la monnaie. Il faut d'abord définir la monnaie pour en arriver à la crypto-monnaie. C'est important. Donc, définissons la monnaie. Voilà. Maintenant, avant d'en arriver d'abord à ça, je tenais à dire ceci. Aujourd'hui, le succès de l'entreprise, des États également, va en grande partie dépendre de leur capacité à identifier et à tirer profit des opportunités qu'offre aujourd'hui Internet et la technologie. Sans être exhaustif, c'est la blockchain technologie, on en parlera tout à l'heure, qui est aujourd'hui l'infrastructure sur laquelle le Bitcoin, la crypto-monnaie, sont en train d'être bâtis. C'est l'intelligence artificielle, c'est la 5, voire même la 6G. Parce que figurez-vous, aujourd'hui, on parle de 5G, mais les Chinois disent qu'ils sont... on n'a pas installé la 5G, mais ils sont... Ils pensent déjà au 6G. 6G. C'est ce qu'ils répondent aux Américains, qui essaient un peu de leur mettre les bâtons dans les roues. C'est la robotique, c'est la biotechnologie. Aujourd'hui, les entreprises et les États doivent penser à cela. C'est ce qui va demain les aider à être, disons, compétitifs. Puisque ce sont des secteurs en constante évolution, il leur faudra faire une veille constante. Il faudra faire la veille, la recherche et le développement, ce qu'on appelle R&D. C'est également important. La prospective, il faut, disons, sans être un devin, avec des outils qu'on a l'habitude d'utiliser, faire de la prospective. Et on a besoin de ça. Ce sont des conditions, disons, sine qua non, qui vont départager, disons, les acteurs. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir dire aux gens ce que c'est que la monnaie. Donc, nous avons mis la charrue avant les bœufs. Voilà. Avant de définir la crypto-monnaie, il faut d'abord définir la monnaie en tant que telle. C'est ça, la monnaie. Et avec un passé, disons, assez riche. Et quand on y va de la sorte, avec pédagogie, les gens savent que la monnaie, en fait, leur appartient. C'est le fruit de leur travail. Et aujourd'hui, on est né, on nous a choisi un nom. Il y a pas mal de choses qui nous entourent, mais on ne se pose pas des questions par rapport à ces choses qui constituent notre environnement. La monnaie en fait partie. Parfois, figurez-vous, même les banquiers, il y a des questions. Si vous allez au très fond de la chose, ils ne peuvent pas vous répondre. Et c'est bizarre.
maintenant, débutons par Aristote, qui, disons, 335-333 avant Jésus-Christ, alayhi salam, définissait la monnaie à partir de ces 3 critères. Il disait que la monnaie doit servir de réserve de valeur. Réserve de valeur. La monnaie doit servir d'unité de compte. La monnaie doit également servir d'intermédiaire des échanges, un biais d'échange. Donc, réserve de valeur. C'est pourquoi aujourd'hui, on épargne. L'unité de compte, ça vous permet de quantifier votre bien. De savoir quelque chose ce qui se passe avec le franc CFA. Voilà, de quantifier vos avoirs. L'histoire nous montre qu'il y a eu le troc. Oui, avec les courriers. Voilà, avec les courriers. Et même mieux que ça, avec des denrées de première nécessité. Par exemple, le poule contre 1000. Voilà, c'est ça le troc. Oui. Vous avez le sel, le sucre et surtout l'or. L'or. L'or qui reste d'ailleurs une valeur refuge. Valeur refuge. Aujourd'hui, l'or va battre toutes les monnaies. C'est une question de temps. Mais l'or va battre toutes les monnaies. Parce que l'or, seul l'or peut, disons, ces 3 critères identifiés par Aristote, seul l'or peut les remplir tous ces critères-là. Disons, en 576, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'or, il a utilisé l'or. Et quel est le rapport entre l'or et la crypto-monnaie? Voilà, pourquoi je parle de l'or? Parce qu'aujourd'hui, à mon humble avis, je pense que si les gens recouvrent leur, entre guillemets, souveraineté monétaire, qu'ils prennent conscience que la monnaie leur appartient d'abord. Si cela est déjà clair dans leur tête et qu'ils arrivent à partir de la crypto-monnaie qui aujourd'hui parle de finances décentralisées, en anglais DeFi, Decentralized Finance. Aujourd'hui, avec ce mouvement, les gens, on en sera à ce niveau où les gens pourront émettre eux-mêmes leur monnaie. Il y aura beaucoup de monnaie. La monnaie électronique. Voilà. Si les gens recouvrent leur souveraineté et que ces institutions, ces banques centrales par exemple, qui seules émettent notre monnaie, et ces banques centrales, parfois on ne vous le dit pas, derrière ce sont des privés. Ce sont des privés qui investissent. Oui. On a eu un entretien avec un avocat d'affaires. Quand j'ai dit ça, il m'a dit, il a sursauté. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit oui, la Réserve fédérale est une structure privée. Les Américains eux-mêmes, ils le disent. Ils l'ont écrit dans des livres. Ils l'ont publié. C'est des privés qui sont derrière. Donc c'est un petit nombre aujourd'hui qui émet la monnaie. C'est ce qui se passe dans le monde. Et c'est du papier, c'est pas de l'argent. Oui. Ce paper money là. Oui, c'est du papier. C'est mais sa contrepartie en or est dans les réserves. Oui, on va revenir sur ça. Parce que, oui, on reviendra sur ça. Aujourd'hui, ils ont écarté l'or depuis Bretton Woods. Après 1944, à Bretton Woods, il avait été décidé que le dollar serait rattaché à l'or et que toutes les autres monnaies seraient rattachées au dollar. Mais ça continue, d'où maintenant, dès que le dollar fluctue, le prix de l'or oui, madame, si en 1971, les Américains sont revenus sur leur décision. Ils ont dit non, on ne le fait plus. On le verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Donc, quand les gens auront cette souveraineté monétaire, les gens pourront décider de leur monnaie. Ils pourront dire, par exemple, on retourne à l'or. On retourne à l'or. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a parlé du prophète Mohammed. Quelque chose, c'est très important, ça. Voilà, de savoir que, aujourd'hui, en tout cas, c'est mon avis. C'est l'argent d'ailleurs, Robert Kiyosaki appelle l'or God's money. C'est l'argent de Dieu.
D'autres diront le contraire, que l'or est une propriété du diable. Donc, Robert Kiyosaki parle du Bitcoin également. Il dit people's money. Ça, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Et vous le verrez. Je ne parle pas des années à venir, les mois à venir. Vous le verrez. Donc, maintenant, venons-en à la création des premières banques centrales. C'est en 1957 que la première banque centrale a été fondée par un certain Johann Palmstrach. C'est la banque de Stockholm, mais une banqueroute s'en suivra en 1661. Donc, peu de temps après, il y a eu des difficultés. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené cela? Il a voulu émettre des billets au-delà des quantités de métaux précieux gardés en dépôt. Notez bien cela. Toutes les crises que traverse le monde, où le monde de la finance viennent de là. Des ambitions au-delà d'émettre l'argent qu'on ne détient pas. Qu'on ne détient pas. Maintenant, il y a eu la Banque d'Angleterre également qui a été créée en 1694. Il est important de noter ça. La Banque de France en 1800. Maintenant, ces premières banques centrales se distinguaient progressivement des autres banques, appelées banques de second rang, ce qu'on appelle aujourd'hui les banques commerciales, puisque ces banques de, disons, premier rang avaient le monopole donc de l'émission des billets dans certaines sur un territoire donné. Mais on parlait des louis d'or. Oui. Le dollar, c'était des pièces d'or. Il y en a toujours. Aujourd'hui, il y a des structures qui vendent de l'or un peu partout et ils proposent aux gens des coffres dans des pays stables, Suisse, Canada, France. Des paradis. Voilà, fiscaux. C'est ça. Moi, je le dis, Touba, Kaolack, voilà, on doit aller à ça. Aujourd'hui, avec l'aide de l'État, on peut dans des zones comme Touba, mais il faut des infrastructures. Il faudrait que le niveau de développement à ce niveau-là, l'État doit s'y mettre. On n'aura pas besoin d'amener nos avoirs dans ces pays-là. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose comme le Covid ou la Covid-19, vous n'aurez pas accès à vos coffres. La crypto-monnaie, pour un pays peut-être développé, mais pour un pays comme le développement, comme le Sénégal, en développement comme le Sénégal, parler de Bitcoin, n'est-ce pas anachronique, comme le dit Abou Diako? Je vais en arriver là. Je voudrais d'abord parler de Bretton Woods, qui est une étape importante de la finance internationale. Parce que c'était presque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bretton Woods, 1944, disons 44 nations se sont retrouvées donc, pour réorganiser la finance internationale. Est-ce que vous voyez un peu? À l'époque, je pense que la France était occupée par l'Allemagne. Mais la France n'était pas très contente de ce qui s'est passé. On a privilégié un peu les Américains en mettant le dollar devant. Je vous ai dit tout au début de mon développement que à Bretton Woods, il a été décidé que le dollar serait rattaché à l'or et que toutes les autres monnaies seraient rattachées au dollar américain. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous faites partie de ces accords-là. Si vous venez aux États-Unis, vous leur donnez votre papier, le dollar. Vous leur dites, je veux convertir cela contre de l'or. Ils doivent vous donner de l'or. Si vous amenez de l'or, vous pouvez prendre des dollars. Les Français, pour aller vite, les Français ont contribué à dévoiler la fragilité de ce système. En faisant quoi? En présentant aux Américains tellement de dollars qu'ils n'en pouvaient plus. Il y avait d'autres pays qui ont suivi les pas de la France. Mais avec cette pression-là, les Américains en avaient marre. C'est pourquoi, en 1971, ils ont décidé de mettre fin à tout cela. Parce qu'on vous donne du papier, donnez-moi de l'or. Cette pression-là, ils n'ont pas supporté ça. Ils ont mis fin à cela et, bonjour, la planche à billets, ils ont commencé à imprimer du papier. C'est là qu'est né ce paper. En fait, c'est de là que cette impression à une vitesse
fulgurante, irréfléchie, de manière irréfléchie à commencer. On revit la même situation avec la Covid-19. Puisque la Covid n'épargne personne, pauvres, riches, tout le monde, on pense que, puisqu'on s'est toujours caché derrière derrière ce paper money, ils ont dit, utilisons la planche à billets. Voilà, on imprime. Ils ont imprimé tellement de monnaie qu'aujourd'hui, c'est une crise qui s'annonce un peu partout. Inéluctablement. Voilà, les gens le comprennent. Aujourd'hui, vous voyez aux États-Unis des hommes d'affaires comme Warren Buffett est en train d'acheter de l'or. D'acheter de l'or. Pas l'or physique, mais il investit dans Barrick Gold. C'est une manière, disons, de montrer aux gens que la crise arrive. Et les gens le savent. Aujourd'hui, ce que font les investisseurs à travers le monde, ils achètent de l'or, ils achètent du Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin est intouchable. Les États ne peuvent pas stopper ça. C'est lié à Internet. C'est consubstantiel à Mais expliquez-nous ce Bitcoin là, ça se passe comment? Voilà. Maintenant, c'est quoi d'abord? Voilà. Venons-en au Bitcoin. Il y a tellement de choses à dire avant le Bitcoin, mais c'est bon, venons-en au Bitcoin. On pourra retourner sur ça. Le Bitcoin, on l'appelle monnaie numérique, pour faire simple. Oui. D'autres disent monnaie digitale. On l'appelle monnaie cryptographique, crypto-devise. Mais le terme crypto-monnaie est le plus utilisé. C'est un moyen de paiement virtuel, utilisable essentiellement sur Internet, qui s'appuie sur la cryptographie. Ça s'appuie sur la cryptographie pour sécuriser les transactions de pair à pair, sans intermédiaire, de pair à pair. Aujourd'hui, à partir de mon siège, je peux envoyer, disons, 1000 milliards de dollars. Si j'ai l'équivalent de 1000 milliards de dollars dans mon wallet, à partir d'ici, je peux l'envoyer en Australie, en Chine. Mais quelle est la contrepartie de ce Bitcoin-là? Les 1000 milliards que vous envoyez, c'est quoi? C'est de l'argent? C'est de l'argent parce qu'aujourd'hui, vous pouvez échanger vos bitcoins. Si vous avez contre quoi? Oui, contre le dollar. Mais comment en arriver à avoir ce Bitcoin-là? Ça se vend en ligne. Vous pouvez acheter le Bitcoin en ligne. Donc, il y aura toujours la monnaie qui est derrière. Oui, il y a, pour le moment. Pour le moment, il y a la monnaie derrière. Mais la frilosité au début de ceux qui investissent dans le Bitcoin, c'est... Ce qui explique la frilosité, c'est que c'était la volatilité, les prix qui changeaient. Mais aujourd'hui, avec l'introduction des stablecoins, donc il y a eu une génération de crypto-monnaies qui sont stables. C'est des crypto-monnaies qui sont rattachées aux monnaies traditionnelles. Et disons aujourd'hui, c'est les Américains même, le régulateur qui supportent le Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont autorisé les banques fédérales à garder des crypto-monnaies. Oui. Les États auront leurs crypto-monnaies. Par exemple, la Chine. La Chine, il faut en parler. La Chine est en train de lancer sa crypto-monnaie. Donc, c'est un peu ça. Il est important de dire que la crypto, le Bitcoin, a été créé par un certain Satoshi Nakamoto. Donc, Satoshi, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes, c'est une seule personne, un développeur, qui a mis cela en place. Il demeure inconnu à ce jour. Donc, c'est ça. Maintenant, la définition que le Larousse donne de la crypto-monnaie, c'est un moyen de paiement virtuel utilisable sur Internet, s'appuyant sur la cryptographie pour sécuriser les transactions et la création d'unités échappant au contrôle des régulateurs. Là aussi, j'ai voulu un peu m'arrêter et préciser que échapper au contrôle des régulateurs est péjoratif. Mais il faut comprendre. Si ça échappe, ça peut même favoriser le blanchiment. Oui, ça échappe. Maintenant, pour répondre à cette question-là, que font les États? Ils imposent au point d'échange ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Donc aujourd'hui, avant d'ouvrir votre... C'est quoi ça, ce que vous venez de dire? Voilà, ça veut dire avant d'ouvrir votre compte crypto avec une plateforme d'échange,
Vous êtes obligé d'envoyer tellement d'informations, passeport, facture d'eau, d'électricité, pas mal d'informations que les plateformes d'échange demandent avant l'ouverture d'un compte crypto. Donc aujourd'hui, les États ne peuvent intervenir qu'à ce niveau-là, au niveau des plateformes d'échange. Mais pour dire vrai, madame, si avec ce mouvement qui progresse, même ces points d'échange-là, les États n'auront plus accès à ces points d'échange. Parce que on parle de finances décentralisées. Donc si une monnaie qui échappe au contrôle des États, ça peut poser problème. Oui, ça peut. Non, il faudra réétudier ça, sinon on va vers une dérive incommensurable. Pas forcément. Madame, si, rappelez-vous un peu, les années 90, quand des gens comme Strive Masiyiwa, le Zimbabwéen, ingénieur en télécom, a voulu se lancer dans la téléphonie mobile. À l'époque, c'est des fixes qu'on avait. Oui. Et avec le monopole, c'est l'État qui avait le monopole. Strive, en 1993, a voulu se lancer dans la téléphonie mobile. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit non. Non seulement tu ne le feras pas, mais il y avait des menaces de mort. Strive a dû par moment sortir du pays. Mais il s'est battu, il a pris des avocats. Il s'est battu, il leur a dit: comment pouvez-vous parler de monopole dans un secteur où vous n'intervenez même pas? Vous n'êtes pas dans la téléphonie mobile. Où se trouve le monopole? Et je vais vous dire, madame, si l'affaire a abouti devant la Cour constitutionnelle, qui à l'époque avait estimé que cela contrastait avec la liberté d'expression consacrée par la Constitution. Et on lui a donné l'autorisation de se lancer dans ce domaine. Il fait partie des pionniers dans ce domaine, Strive Masiyiwa. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des télédensités de plus de 100%, une télédance de plus de 100% dans certains pays en Afrique. Ça veut dire quoi? Des gens qui ont même plus de 3 téléphones portables. Oui. Regardez le résultat aujourd'hui. À l'heure où je parle, vous êtes en train de diffuser, je ne sais pas sur quel réseau. Les statistiques prédisent un avenir radieux. Non seulement pour, disons, la technologie en général, mais pour la crypto-monnaie. Parce que figurez-vous, plus de 5 milliards d'individus à travers le monde auront accès à Internet mobile. Ça veut dire quoi? Tout le monde aura sa banque en poche. Circulez avec votre compte bancaire. C'est ça. C'est bien beau, mais voilà. Ça va déstructurer ça va. Le social et le sociétal. Par exemple, la carte PayPal, Visa, etc. C'est l'individualisme qui s'installe avec ça. Et ce sont nos griots qui vont en pâtir. Mais ça pose problème donc. Parce que pour un pays comme le Sénégal quand même, les gens traînent les pieds pour aller déposer leur argent en banque. Si vous leur parlez aujourd'hui de crypto-monnaie, ça pose problème. Oui, c'est d'abord, madame, si c'est l'éducation d'abord qui doit prévaloir. Voilà, il va falloir. Déjà, le taux de bancarisation est très faible, 17%. Très faible. Des fois, on parle de 24%, mais c'est 17%. C'est ça. Il va falloir éduquer les gens, leur expliquer ce qui est en train de se passer, qui est inéluctable aujourd'hui, puisque, figurez-vous, la Chine va lancer sa propre crypto-monnaie. Et pas plus tard que la semaine passée, le FMI a parlé de ça à travers sa directrice générale, Kristina Georgieva, je pense que c'est ça. Et en fait, elle appelle à de nouvelles négociations de Bretton Woods. Et les banquiers également se sont retrouvés pour parler d'une crypto-monnaie des banques centrales. Ils y sont. Aujourd'hui, les banques centrales, c'est la réponse qu'elles veulent apporter. Central Banks
cryptocurrency, quelque chose comme ça. Ils se sont retrouvés. J'avais même noté quelque part. Au Sénégal, on parle de crypto-monnaie avec Akon. Mais ça a soulevé un tollé général. Oui. En fait, ce projet, j'ai un peu suivi les débats par rapport à cela. Mais je pense que quand... On en revient à la monnaie du diable. C'est ce que disent les bien-pensants. La monnaie du diable. Le diable sera partout présent. Mais il va falloir l'identifier. Certainement avec les informations tenues de nos guides, du guide par excellence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand on met de côté ces principes, là, le diable pourra avoir raison de nous. Maintenant, vous parlez je voudrais vous parler des mastodontes qui aujourd'hui se lancent dans la crypto-monnaie. Les banquiers centraux vont se lancer, c'est sûr. Les banquiers centraux vont se lancer. Attendez, là, je vous donne la liste des banques centrales qui se sont réunies récemment pour parler, Central Banks Digital Currency. C'était le 9 octobre 2020. Il y avait le Bank of Canada, la Banque Centrale Européenne, Riksbank, c'est la Banque de Suède, la Banque de Swiss National Bank, Bank of England, les gouverneurs de la Réserve fédérale. Et sous la direction de la Banque des banques centrales, la Banque des règlements internationaux. Ils étaient tous présents, ces acteurs, pour parler d'une crypto-monnaie des banques centrales. Ils veulent centraliser. Alors que de l'autre côté, on leur parle de décentralisation. On veut décentraliser. Et c'est un mouvement très sérieux. Parce que d'un côté, ils appellent à centraliser. Mais si vous prenez en compte des acteurs comme la Chine, qui n'est pas sur cette table de négociation-là. Et je me demande même ces renégociations de Bretton Woods, est-ce que des États comme la Chine, comment ils vont se comporter déjà par rapport à ça? Et quand on se rappelle qu'après Bretton Woods, les Américains, ce qu'ils avaient fait, ça rappelle les Ponzi schemes, les pyramides de Ponzi. Vous décidez d'une chose, c'est juteux tout au début, mais après, vous retournez vers ce qu'ils ont fait en 1971 et disons bonjour les dégâts. Donc les banquiers centraux arrivent. Des autres investisseurs, aujourd'hui, c'est des investisseurs institutionnels qui investissent dans la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Et en tête, il y a Grayscale, c'est un fonds d'investissement orienté crypto-monnaie. Et Grayscale est une filiale de Digital Currency Group, donc on appelle DCJ. Donc DCJ a 3 branches, Grayscale, donc qui aujourd'hui gère plusieurs fonds, disons plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies. De DCJ également a une filiale qu'on appelle CoinDesk. CoinDesk, c'est un peu, ils n'ont pas de télévision, mais c'est un peu le CNBC pour tout ce qui concerne la blockchain et la crypto-monnaie, CoinDesk. Et Genesis, ce sont des brokers. Ils sont dans le trading. Toutes ces structures sont orientées crypto-monnaie. Et DCJ, c'est un réseau de 120 entreprises réparties dans plus de 30 pays. La prochaine fois qu'on aura une conférence, moi je vous inviterai, vous allez venir. On ira au très fond de la chose pour vous permettre d'appréhender, d'avoir une bonne assise sur la question. Nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet, mais l'heure nous rattrape. Donc, le dernier mot, et on va clôturer. Et pour la version Wolof, ce sera pour jeudi prochain. D'accord, s'il plaît à Dieu. Voilà. Et moi, je vais conclure par dire ceci. Aujourd'hui, pour être à la crête des avancées technologiques, je reprends les mots du ministre Nian, qui le disait l'autre jour. Il disait, voilà, nous avons besoin
d'être audacieux. Moi, je veux ajouter qu'il faut une forte volonté politique. Il nous faudra être stratégique. Il faudra la complicité des citoyens, en tout cas pour les pouvoirs publics. Les citoyens doivent coopérer pour des projets énormes de la sorte, donc liés à la technologie aujourd'hui. Et on doit coopérer. Et on sait que le président fait des efforts là-dessus, mais on peut aller au-delà de ça. Il faudra également des partenaires techniques, que ce soit des États ou des structures déjà qui ont une bonne assise dans le domaine. Il faut que l'on coupe le cordon ombilical avec peut-être des pays qui nous empêchent d'explorer. Qui nous empêchent de décoller. Voilà. On doit les mettre de côté. En tout cas, merci, Monsieur Wali. Je rappelle que vous êtes consultant en crypto-monnaie. On parlait d'ailleurs de cette monnaie révolutionnaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour Valeurs Ajoutées, technique Kabasek Djemé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la version Wolof. À suivre tous les jeudis de 15 à 16 heures, Valeurs Ajoutées. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeurs Ajoutées. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation. L'économie a désormais son espace radiophonique Valeurs Ajoutées. Tous les jeudis de 15 à 16 heures, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeurs Ajoutées.